Okay, en optique, enfin, si tu as de l'eau, bah, tu calcules. Alors, voilà. Si tu as des sources ou un puits, ce que je vous conseille de faire, c'est de demander le débit. Demander si la source, elle se tarit ou elle ne se tarit pas. Pour savoir le débit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient en plein été, août septembre, fin d'été, là où c'est le plus bas. On tire, on vide, on prend une pompe, on vide toute la flotte, puis on calcule, et tant que ça remet à ce compte-là. On a une idée de débit. Si vous avez un puits qui fait, je sais pas, 2 mètres de diamètre, et puis vous avez mesuré, vous le videz, et puis ça se remplit en une journée, il y a 5 mètres qui viennent, 4 mètres de flotte qui viennent d'arriver, bon, tu as 8 mètres cubes par jour. Voilà. Tu as une idée de ton débit au plus bas. Donc ça, il faut être conscient de ça, c'est une des ressources en eau, mais la vraie ressource qui est disponible pour tous, c'est la pluie. Okay, donc ça, c'est important d'être conscient de ce dont on dispose. Puis après, on va regarder ce dont on a besoin, puis bon, on va essayer de trouver des solutions pour avoir ce dont on a besoin. Utiliser la ressource au mieux. Donc il faut être conscient de sa pluviométrie. Il y a des sites, alors je vais vous retrouver le site, je crois que c'est Info Climate, c'est en anglais, c'est Info Climate. Ça te donne toutes les données météo de toutes les villes. Je trouve que sur Météo France, j'arrive jamais à trouver l'espèce de moyenne, ça, j'arrive jamais à retrouver, je sais peut-être... Eh ben j'arrive jamais à retrouver. Je mets statistiques, pluviométrie annuelle, tout ce que tu veux, pluviométrie moyenne, tu mets une ville, j'arrive jamais à retrouver. Info Climate, et tout, c'est en 2 secondes, tu as le nom de la ville, la pluviométrie, tu as des courbes comme ça. Est-ce qu'on voit à peu près, donc vous imaginez ce que c'est. C'est quand même fou que je puisse pas projeter des trucs correctement. Donc on va regarder en fait la pluviométrie moyenne. Ici elle est de 895 mm par an. Et puis ce qui va nous intéresser, c'est aussi comment elle est répartie dans l'année. Si vous habitez à Nantes, là c'est pas la même chose que si vous êtes dans la Drôme. Dans la Drôme, ou dans le sud-est, là, ils ont 4 mois de sécheresse, des fois 4 mois et demi l'année dernière, ils ont 4 mois et demi sans pluie. Comment tu fais quand toi t'es maraîcher pour maintenir une irrigation pendant 4 mois et demi? Chaudard. Il faut peut-être anticiper les évolutions climatiques. Ces diagrammes-là, ils sont peut-être plus du tout d'actualité dans 5 ans. Peut-être, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. Alors, il faut bien faire avec ce qu'on a. Effectivement, si tu as pris une moyenne sur les 100 dernières années, ça risque d'être un peu différent. D'ailleurs, tu as raison, il faut que je vérifie. Sur Météo France, il y a des estimations, justement, avec trois types de scénarios. Un scénario le pire, le mieux, et puis... Après, là, en vrai, la prévision météo à plus de quelques jours, il n'y a pas un météorologue qui va te dire que ça existe. C'est pas possible. Non, mais je parle pas de météo, je parle de sécheresse. Moi, personnellement, j'y crois pas. Les météorologues, j'ai lu un peu sur la météorologie à une époque où je me suis intéressé à une formation de nuages. Il y a une époque où cette idée de chemtrail, tout ça, j'ai commencé à picoter pendant un mois ou quoi. Non, ça, le mec qui m'a foutu une flip. Et du coup, je me suis un peu intéressé à la météorologie, les formations de nuages, tout ça. Il n'y a pas un météorologue qui va dire qu'au-delà de 5 jours, on peut prévoir le temps. Non, c'est pas vraiment ça, mais c'est prévoir le temps, les sécheresses. Le réchauffement climatique, c'est pas quelque chose. Mais personne n'est sûr de ce qui va se passer déjà d'une. Et on ne peut pas prévoir la pluviométrie annuelle d'un lieu, mois par mois, des années avant. C'est pas possible. Non, mais par exemple, est-ce que s'installer en maraîchage maintenant dans le sud de la France, c'est plus risqué au niveau. C'est déjà plus risqué, tu as raison. S'installer en Normandie ou en France. Oui, mais alors ça, dans ce cas-là, bien sûr. Là, on est d'accord. Je croyais que l'outil qu'on avait à notre disposition, c'est-à-dire les moyennes statistiques pour savoir combien d'eau chez toi par an, effectivement, on peut les remettre en cause parce que ça va évoluer. Mais il n'y a aucun moyen de savoir, il n'y a réellement aucun moyen de savoir comment ça va évoluer. Parce qu'on peut, peut-être, on aura des étés très très chauds, mais quand il y a des étés très très chauds, on a aussi des gros orages. Parce qu'il y a un moment, l'humidité, c'est trop gorgé, il faut que ça tombe. Aujourd'hui. Et donc il y a un moment où ça va tomber. Et ça, on ne peut pas vraiment prévoir à long terme si ça va tomber plus du tout en juillet, beaucoup en août, pas du tout en septembre. Est-ce qu'il pleuvra énormément pendant les hivers? C'est impossible, il y a trop de paramètres. Et les maraîchers utilisent l'eau
que des mares et des rivières, ou alors est-ce qu'ils utilisent l'eau courante potable? Tout ce qu'ils peuvent, ça dépend de l'endroit où t'es en fait. C'est vrai que si t'as pas de pluviométrie, t'as pas de toiture pour récupérer l'eau, t'as pas de source, t'as pas de puits, t'as l'eau de la Sorre. Hein. Mais c'est ça, je veux dire, ça c'est le dernier recours. En fait, dans la gestion de l'eau, bah, t'as tout un panel de moyens. Il faut regarder ce qui est à ta disposition, ce dont tu as besoin et comment tu fais. Et l'eau de la Sorre, c'est un recours ultime, mais l'eau, il faut que ça serve à faire manger les gens. On arrose là avec des maïs pour faire manger des vaches qu'on mange après. Bon, pour en arracher, on va plus traîner un peu d'eau. Mais c'est quand même des quantités qui sont négligeables hein, par rapport à l'agriculture conventionnelle. Le maïs et tout ça. Mais c'est quand même de sacrées quantités. Donc, ouais. Pour les statistiques comme ça, le souci c'est que là, tu disais que c'était à l'échelle d'un village. Moi, il se trouve que, je ne sais pas comment c'est foutu autour de chez moi, mais quand il pleut au village, il ne pleut pas chez nous. Voilà. Ouais, alors là, il y a 5 km. Donc en fait, juste pour avoir des statistiques fiables, il faut trouver le petit vieux du coin. Parce que lui, il a son pluviomètre, il fait ses relevés tous les jours et il les note. Ça peut être une autre source d'information. Et effectivement, mon voisin fait ça, donc je sais que tous les mois, moi j'ai mon relevé pluviométrique du voisin, donc je sais exactement ce qu'il faut. Donc l'aléa climatique, effectivement, il peut être très localisé et il sera certainement de plus en plus. Donc c'est vrai que, voilà, après on fait avec ce qu'on a. Hein. Je dis, on peut pas, tu vois, c'est pas parce que là, moi j'ai ça, je peux me baser que là-dessus. Mais le petit vieux, c'est pas mal non plus. Si tant est qu'il faille quand même étudier ses relevés depuis un petit peu longtemps pour faire une stat. Quoi. Toi, ça ne te sert pas à grand chose de savoir combien il a plu le mois dernier. Par contre, ça te sert de savoir comment sont répartis les pluies sur l'année depuis 10 ans. Oui, en fait, il est sur un gros calendrier annuel. Ouais, voilà. Et toi, tu peux faire la petite moyenne et dire, tiens, c'est marrant, depuis 5 ou 6 ans, il pleut de moins en moins, ou les premières pluies arrivent de plus en plus tard. Voilà, tu peux essayer de tirer des tendances. Ça vaudra ce que ça vaut en termes de stats aussi. Mais ce sera déjà ça. Donc on prend les infos là où on peut. Arrêtez de me faire chier. Chez le petit vieux, sur Internet, Météo France, Climate. On essaie de prendre le max d'infos en tous les cas. Mais le petit vieux est une bonne référence. Mais c'est vrai que c'est localisé de fin. Donc, voilà. En tout cas, l'idée c'est de comprendre comment ça se passe. En fait, j'étais assez étonné de voir là sur ce truc-là, donc c'est une petite ville en Dordogne qui s'appelle Allemand, que en fait de 895 mm, bah, j'étais étonné de savoir qu'ici, vous savez combien il pleut à Nantes 680 mm. Donc il y a 200 mm d'eau de plus. Dans mon petit bled en Dordogne où ça a l'air tout sécos, c'est un petit peu calcaire, tout ça, tout foireux, il y a plus d'eau qu'à Nantes. Moi qui suis nantais, putain, les hivers pluvieux, je les ai vécus. Hein. Je veux dire, je pensais que c'était, on ne pouvait pas faire pire, mieux, entre guillemets. Donc déjà, j'étais un peu étonné de ça, finalement. Et alors, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire 895 mm d'eau par an? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente? C'est pas trop mal. C'est au-dessus de la moyenne française, qui doit être dans les 650. Ça veut dire qu'il y a 895 litres d'eau qui tombent sur chaque mètre carré, en un an. Tous les ans, il y a 895 litres d'eau qui tombent sur chaque mètre carré. Et ça, c'est vachement important d'appréhender ces chiffres-là pour comprendre qu'est-ce que tu vas pouvoir récupérer. Non, c'est litres. Non, 10 mm d'eau, 10 litres. Okay. Donc quand on a une pluie de 10 mm, d'ailleurs on le voit là sur le graphique, là les pluies les plus basses, c'est mois de juillet, on est à 50 mm. C'est-à-dire que dans le mois de juillet, sur chaque mètre carré, on est 50 mm. Ça c'est des pluies, ça c'est assez bas. Donc ça nous indique que dès que j'ai un bâtiment avec une toiture, j'ai de la flotte qui tombe sur mon toit. Donc si j'ai 100 mètres carrés au sol, ça commence à faire de l'eau. Un petit peu. 895 litres par 100. On va vous mettre quoi plus que ça. 90 mètres cubes de flotte qui tombent sur chaque 100 mètres carrés. C'est-à-dire que dès que j'ai un bâtiment, une maison lambda, j'ai 90 mètres cubes d'eau. Là, ça nous indique un petit peu. Ça nous indique un petit peu comment on pourrait utiliser l'eau qui tombe sur le toit. Si on a des systèmes de filtration pour les douches, les toilettes, tout ça, on n'a pas besoin de 90 mètres cubes. Okay, c'est à peu près la consommation d'une
Enfin, nous, on consomme ça à peu près. En centre de construction, l'accueil du monde, c'est 90 mètres cubes par an. Ça, c'est sur un bâtiment de 100 mètres carrés, hein. C'est pas non plus, c'est pas gigantesque. Là, si on faisait le calcul, ça serait autre chose. Donc, si on fait le calcul, donc déjà, j'ai compris, mon idée, c'est de savoir, d'avoir les chiffres fiables ou pas, le maximum d'infos sur qu'est-ce qui tombe à quel mois, et quelle est la grande période sur laquelle, moi, je vais devoir apporter de l'eau. Puisqu'en fait, combien d'eau je vais devoir stocker? Parce que j'ai un besoin en eau. Donc, on continue juste pour vérifier. Donc là, moi, je suis sur un lieu là où il y a il y a 1000 mètres carrés de bâtiments. Donc, si on grossit un peu, si j'arrive à faire ce que... Putain, mais on voit rien, c'est flippant, quoi. Bâtiment de 500 mètres carrés environ, 450 mètres cubes d'eau qui tombe dessus. Le petit apporti ici, 100 mètres carrés au sol, 92 mètres cubes, 110 mètres, 96 mètres cubes. Là, c'est une piscine, mais qui fait 50 mètres carrés. Je n'ai pas compté, mais voilà. 39 mètres cubes ici, 144 mètres cubes ici, 39 mètres cubes là. Ça commence à faire un peu de volume d'eau. En gros, on a 870 mètres cubes ou un truc comme ça de récupérer. Je vais regarder. Voilà. En gros, on a 870 mètres cubes. Après, j'ai calculé, je vais vous montrer un peu le design des jardins, mais j'ai calculé les surfaces cultivées pour savoir combien j'allais devoir irriguer. Donc là, ce n'est pas un projet de maraîchage pro, c'est autonomie d'un lieu collectif. 750 mètres carrés qui sont cultivés, de planches cultivées, juste de planches. Je ne parle pas des allées, du jardin. Les jardins, ils font 2230 mètres carrés. Voilà. Chaque arrosage, 10-15 mm, 10-15 litres par mètre carré, c'est en gros ce qu'on va vous demander là en maraîchage d'apporter à chaque fois. 10 à 15 mm, un arrosage, 10-15 mm. En fait, ça va un peu dépendre de votre sol. Si vous êtes sur des sols, sableux, en gros sur des sols qui sont très filtrants, donc plutôt sableux ou calcaires, ça filtre en dessous, ça ne rapporte pas, sauf quand il y a pas mal d'argile. Vous allez plutôt faire du 10 litres par mètre carré, peut-être 3 fois par semaine. Puis si vous êtes sur de l'argileux qui retient, on va être sur du 15 mm 2 fois par semaine. Okay, on fait plus, mais plus espacé quand ça retient, et on fait moins, mais plus fréquemment quand ça retient. Donc du coup, là, je me suis basé sur un truc un peu optimum pour le départ. Mais vous pouvez voir plus, c'est pas assez. Parce que les conditions climatiques à l'an, on ne sait pas. Tu sais, quand il fait des 40 degrés, tout ça, il y a une évaporation pas possible. Donc je calcule à peu près qu'à chaque arrosage, pour mes 750 mètres carrés de plantes, je vais dépenser 12 mètres cubes d'eau. Grosso modo. Donc, je fais un petit calcul, des petites multiplications. Je dis que dans l'optimal, arroser 3 fois par semaine, ça me semble que c'est bien. Ça me semble que c'est des arrosages normaux qui vont donner une production importante parce qu'ils veulent produire quand même pas mal sur une petite surface, donc il faut que ça crache. Si vous avez une grosse surface et que vous ne voulez pas produire beaucoup, enfin, c'est autre chose quoi. Donc quand tu veux que ça envoie, soit derrière. De quoi? Ouais, voilà. Alors ça va changer évidemment avec l'évaporation. Et du coup, ça je l'ai pris en compte dans un système non professionnel. Je dis que de novembre à mars, il n'y a pas d'irrigation. Les pluies naturelles suffisent. Parce qu'on n'est pas dans un système professionnel. Il n'y a pas de serre. Il y a 50 mètres carrés. C'est une serre de production basique et il y a une petite serre à semis de 12 mètres carrés. En gros, il va nous falloir, pour cette petite surface, 176 mètres cubes d'irrigation d'eau. C'est ça que ça va prendre, ce petit jardin. Donc 2000 mètres carrés, il y a une cinquantaine de planches. Ça va nous demander 176 mètres cubes d'eau par mois. Donc après, là, il faut que je jongle entre ce qui tombe, en vrai, ce que je peux récupérer. Les périodes où j'arrose pas, je peux stocker, novembre à mars. À partir d'avril, il faut que je complète le déficit. Il faut que je calcule le déficit. Entre ce qui tombe et ce dont ça a besoin. J'ai besoin de 176 mètres cubes par mois. Or, je sais, mois par mois, combien il tombe. Donc ça, je peux calculer après moi combien il tombe. Donc j'ai fait les petits calculs. C'est simple, hein,
tout bête. Hein. Je n'ai pas tout à fait fini, hein. Je suis vraiment court, je dois le renvoyer tout à l'heure. Qu'est-ce qui tombe sur mes 750 m² cultivés? Donc là, je reprends les chiffres du diagramme, je fais ma petite règle de 3 facile. Donc je trouve que j'ai 61 m³ au mois de janvier, donc en fait, je vais considérer que ces 61 m³, vous allez dire, bah, mais tu avais dit 167 m³ par mois, c'est pas suffisant, il manque beaucoup. Oui, mais il n'y a pas d'évaporation, et en mois de janvier, la plupart de mes cultures ne nécessitent pas autant d'eau que ça, et puis j'ai beaucoup d'enlavers à cette époque-là qui ne nécessitent pas d'irrigation. Donc ça va justifier le fait que jusqu'en mars, on considère que ça suffit, alors qu'en fait, ça ne suffit pas, il n'y a pas assez de. J'ai calculé aussi ce qui tourne dans mes allées. Parce que moi, j'ai mes surfaces de culture, mais si mes allées, je les fais légèrement pencher, ce que j'ai préconisé, d'avoir une pente de 2-3-4%, on va faire à l'œil, on va pas se prendre la tête avec un truc, mais enfin une petite pente, mais quand même assez importante pour qu'il n'y ait pas trop d'infiltration, pour que ça aille plutôt au pied de ma butte, pour que je récupère une partie de l'eau qui tombe sur mes allées. Parce que si vous êtes à plat, l'eau qui tombe sur vos allées, concrètement, elle ne va pas venir irriguer vos cultures, mais plutôt l'allée, en elle-même, utilisée par le trèfle ou le sol, ou les plantes spontanées. Donc l'idée, c'est de tasser les allées, de les incliner un peu et de récupérer cette eau. Moi, j'ai estimé qu'il y en avait 50% qui s'infiltraient, 50% qui allaient dans ma butte. Donc, comme ça, j'ai fait le petit calcul. Qu'est-ce qui tombe? Sur mon jardin de 750 m², j'ai 500 m² d'allée. Comment tu les récupères? Je tasse l'allée, je penche, c'est du ruissellement. C'est pour ça que j'en enlève 50%. Ça va où? Au pied de la butte. C'est récupéré comment? Attends, c'est compliqué. Ça va s'infiltrer tout seul. Au pied de ma butte. C'est quand même de l'eau qui arrive pour mes légumes, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que moi j'essaie de calculer qu'est-ce qui arrive naturellement sur mes légumes, et puis de combien ils ont besoin, ça on l'a calculé, 176 m³, 3 arrosages de 15 000 litres par mois. Donc moi combien je dois ramener moi. Et donc du coup je vais savoir combien je vais devoir stocker. Donc je calcule, finalement sur mon jardin, sur mes jardins, avec les allées, j'ai 61 m³ qui tombent, 41 m³ qui viennent de mes allées. C'est pas négligeable, hein? C'est pas négligeable. Voilà. Et puis je calcule ce que je peux récupérer sur toute la propriété, c'est-à-dire les questions. On me demandait comment t'incliner avec des allées comme ça. Là, tu prends ta pelle et un tout petit peu. Voilà, en fait, légèrement. Voilà, légèrement. En fait, elles sont toutes dans le même sens, les allées, mais elles sont légèrement inclinées. Mais ça, c'est très simple à faire à la main. Hein. Oui, mais pas. On est d'accord. L'eau, si c'est tassé, l'eau, elle va ruisseler même s'il y a une légère pente. Et l'allée fait 50 cm, les buttes font 75 cm. Donc on imagine sur 50 cm. Si tu penches un tout petit peu, toi, au pied, ça va pas te perturber. Par contre, l'eau, elle, oui, elle va bien couler au pied de ta butte. Ça va? Tu tasses juste Non, un côté c'est de pas l'allée. mal. Tu tasses avec l'allée ou tu tasses un côté de l'allée? L'allée, tu la tasses entièrement, mais plus d'un côté. Non, tu la tasses partout. Tu l'inclines là où tu veux que ça. Et tu l'inclines légèrement pour que l'eau aille au pied de ta surface de culture qui est un peu surélevée. Tu peux avoir C'est un une schéma? planche surélevée. Ça va? Non. Tu peux nous faire un schéma? Allez. Là, c'est marrant, je pensais pas que c'était gênant. Planche surélevée de culture. Ok. Normalement, j'aurais mon allée comme ça. Ça, c'est pire. Ça efface. Donc, normalement, j'ai mon allée tout droit, ça efface encore. Et en fait, là, je... Et ça veut dire que ça reste toujours comme ça, Mais c'est une pente tellement... Voilà, toujours du même côté. Tu ne voyais pas pendant les années. Sauf si tu n'as vraiment rien d'autre à faire. Mais non, tu le laisses, c'est une installation permanente. C'est ton allée où tu marches. Oui, et je marche toujours là et ça reste. Ah oui, c'est des planches permanentes. Là, si on veut passer en non-travail du sol, regarde, je comprends la question du coup. Si on ne travaille pas le sol, on fait des planches de culture permanente. Je n'ai pas vu ça avant. Je passe par là. Tu as vu le jardin là-bas? Ok, là c'est une
grosses buttes, tout ça, hein, on n'est pas obligé de faire aussi gros. On va aborder la question à un autre moment peut-être, mais... Les allées sont pas à pente. Elles doivent être en pente parce que tu fais jamais tout droit, tout bien. Mais là, on va faire attention de faire dans un seul sens. Une légère pente pour que l'eau récupère. J'aimerais bien pouvoir quand même dessiner, si je peux pas brancher, je peux pas dessiner, c'est quand même une pompe là. Avec les mains. Alors, bon, quelqu'un pour faire la planche de culture. Comment? C'est marrant. Ça, t'as une planche de culture. Attends, je vais prendre il faut un truc un peu surélevé. Voilà, on a une planche de culture permanente. Là, on en a une autre ici. Okay, normalement, l'allée, elle est plate. Puis tu marches là. Là, on va juste l'incliner un tout petit peu. Hop, pour que ça vienne. Comme ça. L'eau, elle vient ruisseler et s'infiltrer au pied de ma butte. Ça va pas le long de la vallée. Et non, parce que justement, ce que tu donnes la pente, ouais, comme ça. Ouais, vers la butte, c'est peut-être ça que je viens de dire. C'est un peu comme ça, mais on n'exagère pas, parce que sinon ça va être chiant avec ta droite et tout. Mais en le faisant assez plat, un tout petit peu incliné et bien tassé, de toute façon ça se tasse quand on marche dessus, bah, l'eau elle va ruisseler. Moi je calcule que 50% de l'eau va s'infiltrer dans l'allée et 50% va tomber au pied de notre butte. Donc on récupère une partie de l'eau qui tombe sur l'allée. Okay, sur les toits qu'on arrivait à la stocker, on serait encore excédentaire avec un arrosage tous les mois de 176 mètres cubes pendant les mois d'irrigation, très bien, de 260 mètres cubes. J'aurais encore 260 mètres cubes. C'est-à-dire que je pourrais même avoir un petit lac, un petit étang, Moi j'ai calculé qu'il fait une réserve de 78 mètres cubes pour accueillir, je suis désolé je lis mais c'est plus précis parce que sinon je vais peut-être m'envoyer. Il faut une réserve de 78 mètres cubes pour accueillir la plus grande précipitation des mois les plus secs. Parce que quand ça tombe, c'est pas le moment où tu irrigues. 3 fois par semaine tu irrigues, s'il a plu lundi, le vendredi il faut que tu aies stocké l'eau quand même. Okay, donc il faut pouvoir accueillir cette pluie-là au minimum, puisque j'en ai besoin. Les mois les plus secs, plus les 144 mètres cubes de déficit à combler pendant tous ces mois. Ça c'est le total de tous les chiffres en rouge. Tout ça, ça me fait 144 mètres cubes qu'il faut que j'amène. Donc il faut que je puisse les stocker en amont, 144 mètres cubes, et en plus pouvoir stocker la pluie la plus importante de la période sèche. Puisque cette pluie-là, je vais devoir la stocker pour l'utiliser dans la semaine ou dans le mois qui vient. Il pleut une fois, un gros orage, boum, il faut que je stocke les 72 mètres cubes. Okay, donc, ça nous fait que j'ai besoin de pouvoir stocker 322 mètres cubes. Non, je me trompe dans le total. Attends. 144 et 78, donc ça peut pas faire 300. 200. Et bien du coup, voilà, donc 200. Donc maintenant, j'ai une image claire de la réalité du terrain. Si je veux irriguer tant, avec ce qui tombe vraiment et ce que j'ai, dans les possibilités, ça demande des travaux, hein, ça demande voilà, mais en tout cas, la réalité c'est ça. J'ai de l'eau qui tombe, je peux la récupérer potentiellement et j'ai besoin de ça. Donc maintenant, comment je ferai pour trouver ce stockage de 222 mètres cubes? Pas facile vu le terrain où il est, donc je galère, en vrai, je sais pas, je vais essayer de trouver. Et en fait, je vais essayer de trouver un maximum d'endroits de stockage, voir si à un moment on peut vraiment creuser une mare, mais j'ai du mal à croire. Il y a quand même une piscine, donc c'est faisable, mais ça veut dire amener des brises-roches, etc. C'est un coût assez important. Et puis il faut quand même un truc assez grand, hein, parce que 200 mètres cubes à stocker, 20 par 10 sur 1, donc 10 par 5 sur 2 mètres de profondeur. Encore il y a l'évaporation, il faut compter. Quand vous faites une réserve d'eau, il faut savoir qu'il y a de l'évaporation. Je n'ai plus le chiffre vraiment en tête, mais on doit pas être loin des 15% d'évaporation. Et donc il faut que ce soit plus profond, le plus profond possible. Vous ne faites pas une surface hyper large et peu profonde. Donc vous voyez que ça commence déjà 5 par 10, donc un truc de 50 mètres carrés sur 2 mètres de profondeur. Ah mais la piscine elle fait 50 mètres carrés. Ah non, par 4 mètres de profondeur pour avoir mes 200 mètres cubes. Oui, parce que sans compter l'évaporation, donc c'est 5 mètres de profondeur. Ça fait quand même beaucoup. Donc 5 mètres, j'y arrive pas là. Par contre,
contre, la piscine nous fait déjà la moitié. Donc maintenant, voilà, le jeu, ça va être de trouver comment et où, mais si vous n'êtes pas conscient de ce dont vous avez besoin et ce dont vous disposez, c'est un peu compliqué. Peut-être que chez lui, concrètement, j'arriverai à stocker dans les serres, par exemple. Il y a 50 mètres carrés de serres. On peut faire sur les façades nord des serres, on peut faire une isolation en gros avec des tonnes à eau, hein. Enfin avec des mètres cubes d'eau. Donc si ma serre a fait 10 mètres de long sur 5 de large, ce qui sera à peu près le cas chez lui, enfin c'est pas vraiment ça que je prévu, mais ça pourrait, 10 mètres de long, bon, bah, je peux mettre presque 20 mètres cubes. Je peux empiler 20 mètres cubes. Alors vous allez me dire c'est pas beaucoup, ouais c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, quand on doit trouver un maximum. Puis peut-être qu'au bout du bout, j'arrive à faire une petite mare, un petit truc, un machin, et puis qu'il manque 70 ou 80 mètres cubes. Bah, dans ces cas-là, c'est le réseau, puis tu payes. Puis ça. Combien ça coûterait de tirer les 222 mètres cubes Bah, chez lui, ça va coûter bon, parce que s'il est sur une roche calcaire qu'il faut briser au brise-roche. Tu viens chez moi, je suis sur un sol granitique sableux, il y a 3 mètres de profond, le trou il est fait en. Non, je veux dire, combien ça coûterait de tirer ça du réseau public? Ah, de tirer, excuse-moi. Bah, ça dépend des endroits. Ça coûte beaucoup moins cher que. Et surtout que lui, il ne sera pas professionnel agricole. Quand vous êtes agricole, vous avez des fois accès à de l'eau beaucoup moins chère. Si tu payes en eau de ville, ce qui sera son cas lui, hein, parce qu'il ne sera pas là, on va dire que dans ces régions-là, c'est peut-être comme chez nous, vers 50-60 centimes de mètre cube. 50 centimes de mètre cube, ça fait pas de facture si tu veux. Ah, ouais, ça fait... Mais l'idée, justement, moi je veux vous alerter, c'est pas. Il faut que l'argent, c'est plus ça le facteur. Le facteur, c'est l'environnement. C'est pas parce que ça coûte pas cher qu'on veut le faire, en fait. Même si effectivement, économiquement, ça se fait. Les 200 balles, 100 balles de facture, c'est rien, tu vois. Mais ton eau de réseau, vu comment elle est utilisée, puis peut-être que justement, en fait, comme on sent que là, l'eau, enfin je veux dire, là on y est, là. Il y a des rivières qui s'assèchent, tout ça. L'eau, ça va devenir un peu problématique, puisqu'on a des sols qui infiltrent de moins en moins les eaux. Je ne sais pas si vous savez, un sol de forêt, combien d'eau ça peut absorber? On en a parlé tous les jours. Donc, ça fait combien? 300 mètres cubes. 350 mm de cube par heure. Ok, alors j'ai pas les mêmes chiffres, donc c'est bien. Moi j'ai un peu moins quand même. Mais de toute façon, la proportion elle est là. Moi j'ai 150 mm d'eau par mètre carré et par heure. C'est déjà pas mal. 2 fois moins, mais quand même. 150 litres d'eau par mètre carré et par heure. Et puis un terrain cultivé de façon un peu pourrie depuis un petit peu longtemps, là, la plupart des terrains agricoles, c'est 1 litre d'eau par mètre carré par heure. Okay. Donc quand on a des gros orages, etc., c'est pour ça qu'on a des inondations. Hein, voilà, et c'est pour ça que les nappes phréatiques ne se remplissent plus. Donc on est un peu face à cette problématique, donc j'ai envie de dire, là il faut qu'on se creuse la tête, nous en permaculture, pour utiliser la ressource qui pour l'instant, même si elle n'est pas vraiment fiable, hein, les précipitations, au moins elle est là. Quoi. Et elle tombe. Parce que les eaux du réseau, c'est pompé dans des trucs, etc., et ça finit par assécher les rivières, c'est ce qui se passe, parce qu'on irrigue le maïs, hein, je veux dire, c'est pas pour autre chose. Hein. Où est-ce que c'est la région où les mecs ils avaient presque plus d'eau? C'est pas à Niort où tu me disais ça qu'ils avaient... Qui est-ce qui me parlait de ça? Wow. À Niort, il y a eu un moment, ils n'avaient plus d'eau potable parce que les agriculteurs tombaient trop. Quoi. Ouais, donc on a trouvé une solution. Oui, mais ça veut dire que c'est un peu précaire quand même la situation. Donc l'idée c'est vraiment de faire avec ce qu'on a. Ça c'est vraiment l'idée. Donc je vous engage quand vous vous installez à faire ce genre de calcul. C'est pas compliqué, ça prend 20 minutes, une demi-heure. Et puis vous avez un... ça prend un petit temps, mais au moins vous avez un panorama de votre potentiel du lieu. Si tu achètes un terrain, il n'y a pas de bâtiment. Tu n'as pas de surface de récupération. Comment tu fais? Tu n'as pas de source, pas de bâtiment. Il y a un moment, il faut se mettre face à l'évidence. Si tu n'as pas d'eau, c'est compliqué. Quoi. Donc comment on fait? Après, ouais. Il y a des surbâches qui s'achètent avec des bouquins. On peut récupérer, mais il faut récupérer. C'est ça. Il faut acheter la surbâche. Et donc voilà, ça c'était un peu pour vous montrer. Voilà, maintenant il faut trouver la solution, les stocker, tout ça, il faut calculer, faire des devis de mecs avec des pelleteuses, des broches, tout ça, voir si c'est faisable. Mais cette petite méthodologie d'aller regarder le réel, et puis après vous verrez. Vous verrez, faites au mieux. En fait, c'est ça hein, l'idée de la permaculture, c'est de regarder la réalité puis de faire au mieux. On sait que le mieux, ce serait de tout stocker. Est-ce qu'on pourra le faire en vrai? Je ne suis pas totalement sûr.
mais on fera au mieux. Voilà. Et on saura aussi dans quoi on s'embarque. On sait qu'il va manquer 50 ou 100 mètres cubes par an. Je le sais. Moi, je peux prendre mes dispositions. Donc, voilà. En fait, et puis, ça, c'est moi, j'ai calculé large, parce que changement, parce que voilà. Mais plus les pratiques agricoles vont être bonnes, plus il y aura un taux de matière organique élevé, plus le sol va retenir, plus les champignons vont se développer, plus les plantes seront autonomes, etc. etc. Donc c'est des systèmes qui vont aller en s'aggradant. Donc là, on est sur une base un peu grosse, 3 arrosages par semaine, on peut descendre à 2, si on paille beaucoup, on peut faire des choses pour ça. Il vaut mieux calculer large, parce que on sait jamais. Sans l'eau, c'est chaud. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour le... Si tu pailles pas beaucoup, si tu pailles beaucoup, Une grosse différence. En dessous de 15 cm, tu as encore de l'évaporation. Avec 15 cm, ça dépend du matériau. Je vais dire 15 cm pour la paille, du foin, du matériau un peu comme ça, même de la feuille. En dessous de 15 cm, tu auras encore de l'évaporation. Tu mets ça de paille, tu as de l'évaporation, c'est comme si tu n'avais pas fait grand chose pour l'évaporation. Ça protège ton sol des rayons du soleil, ça garde quand même un peu l'humidité et ça donne à manger à toute la petite vie du sol, donc c'est bien. Mais tu n'as pas le truc anti-évaporation. Le truc anti-évaporation, c'est au moins 15 cm. Donc sur des cultures, c'est pas possible. Certaines cultures, c'est pas possible. Sur d'autres, ça le fait, mais c'est compliqué. C'est beaucoup de matière qu'il faudra produire. Et donc, c'est un peu compliqué. On peut descendre avec des bois broyés à 6-8 cm. Là, déjà, tu commences à plus efficace. Non, ça, c'est sur des surfaces d'eau. Non, l'évaporation, dans le sol, là, je connais pas de bois. Et sur la surface d'eau, c'est plutôt un ordre d'idée qu'un chiffre exact. Je me rappelle pas exactement. Mais c'était surtout pour vous dire, faites attention quand vous faites vos calculs, il y a une évaporation, et plus votre surface d'eau est grande et peu profonde, plus il y aura d'évaporation. Donc c'est important de le prendre en compte, parce que si tu calcules juste, et qu'en fait tu as 15% de moins parce qu'il y a de l'évaporation, c'est beaucoup. Si malgré nos calculs, nos efforts, on a besoin de complémenter un peu en eau du réseau, et qu'on est en crise sécheresse comme actuellement, là, il faut voir les dérogations. Quel est le statut? Est-ce qu'en tant que maraîcher, on a le droit ou... Il y a des dérogations là. Ouais. Mais moi, je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas. Je t'avoue, je ne connais pas le... Si tu as le statut d'agriculteur, tu peux faire une demande de dérogation auprès de l'OUGC, l'organisme unique de gestion collective de ta localité, pour avoir une demande de prélèvement supplémentaire d'eau dans ton environnement. On peut donner des points d'eau, des nappes phréatiques, un cours d'eau. Et ce statut d'agriculteur, il n'y a rien pour l'avoir, il faut avoir une formation, il faut passer dans un statut. On voit ça dans la matinée juridique. Je vais pas lancer là-dedans. C'est le premier point que je vais traiter dans la matinée juridique. Bah, très bien. Je veux juste que tu te déclares en tant qu'agriculteur. Pas besoin de un maraîcher en Vendée, du coup c'est son cas actuellement, et du coup pour l'eau, lui il n'a pas le droit d'arroser avec l'eau du réseau, parce qu'en fait il n'a pas d'être vivant. Donc tous ceux qui vont être prioritaires, ça va être les élevages. Les végétaux sont des animaux. C'est réservé. Vivant, animaux. Des animaux, Et du coup, c'est pour ça que je m'engage quand même à prendre ce sujet bien au sérieux, parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Peut-être que l'hiver, on aura plus de précipitations, mais le problème, c'est toujours le stockage. Donc, ce qui est aussi bien, un autre truc, tu parles de vivant, justement, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'eau. Plus le sol est vivant, plus c'est stocké dans le vivant. Et le vivant, le sol vivant, c'est aussi là où ça meurt. Dès que ça meurt, ça enlève l'eau. Donc, il y a aussi toutes ces notions-là que n'ont pas les maraîchers tradis, là, à Saint-Julien-de-Concel, là, ici sur le sable déjà manipulé, tout, et quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de vie. Nous, dans nos sols vivants, c'est quand même différent. Je ne sais pas la quantité d'eau qu'il y a, mais je pense que c'est important. Donc voilà, renseignez-vous là-dessus. Le dernier point sur l'eau pour l'installation maraîchage, lésinez surtout pas sur l'installation de l'irrigation automatique, des timers, tout ce qu'il faut pour plus vous faire chier avec l'irrigation. Prenez du matos fiable avec de la qualité, prenez pas trop de goutte à goutte, parce que le goutte à goutte, c'est pas un si bon arrosage que ça en soi, ça fait des poches humides versus des poches sèches à côté. Contrôlez bien si vous mettez des gouttes à goutte, le problème c'est que contrôler si chaque goutte à goutte fonctionne, n'est pas bouché, etc. C'est pour ça que c'est pas indiqué dans la goutte à goutte. Et on sera plutôt sur du micro-poreux ou de l'aspersion, parce que ça dépendra des cultures. Et n'hésitez pas
à foutre le vrai budget à la fin. Il ne faut pas d'économie de chandelle sur l'irrigation, c'est le point le plus important pour nous. Et ça va vous demander un tout le boulot de si c'est mal fait, et ça ne vaut pas le coup d'économiser 30 000 euros. Mais il va y avoir de 10 à 15 000 euros d'investissement à l'hectare pour une irrigation standard. N'hésitez pas dessus. Les fournisseurs, c'est quoi qui cherchent justement Mais tu prends des trucs chez AgriAffaires, il y a des. Pour les microporeuses, des trucs, il y a une marque espagnole qui a sorti un microporeuse beaucoup plus résistant au pétrole. C'est plus une partie de la monde. Voilà. Un microporeuse, c'est un tuyau qui va arriver sous. C'est un tuyau qui, à partir d'une certaine pression, va commencer à suinter de l'autre côté. Donc ta ligne, elle va suinter de l'eau sur toute la ligne. Contrairement au goutte à goutte, que c'est 30 par 30. Donc c'est 30 par 30, ça fait vraiment une chose. Là, ça va vraiment suinter sur toute la. Donc c'est important dans un sol bilan que tout votre sol soit limité. Parce que sinon, ça va vite d'un côté, du terrain. Or, on a dit, les champignons, tout ça, il faut que ce soit en milieu unique. Sur ta planche de 70 par exemple, tu mets combien de tuyaux? Un par ligne de culture. Donc sur 75, tu peux en faire 3, tu mets 3 tuyaux. 2 ou 3 tuyaux, ça dépend des cultures en fait. Après, en général, tu ne vas pas bouger à chaque rotation, mais ça peut que tu bouges quand même un peu. Parce qu'il y a des cultures que tu vas préférer en aspersion. Des choux par exemple. Des choux à fond en aspersion. Alors que d'autres, type tomates, pommes de terre, tout ça, aller sur le bassin. Ni les concombres, tu peux les passer sur la partie. Donc, n'hésitez pas. Faites pas les dessous là, sur la navigation. Ça va être un des points centraux de votre système de production. En termes de quantité, ça va vraiment augmenter la production si vous êtes OK sur l'irrigation. Quand vous commencez l'irrigation, faites des tests. Vous mettez les minuteurs, tout ça, là, vous mettez les timers en route, et puis vous allez vérifier là, en combien de temps c'est vraiment humecté. Parce que vous allez voir, des fois, en mode jardinier familial, là, tu prends ton arrosoir, tu t'arroses. Comme ça, là, avec tes 10 litres, tu grattes là, c'est là. Comme ça, là. Donc il faut regarder. C'est ça aussi le travail du jardinier, c'est quand même d'aller vérifier comment c'est. Alors des fois, ça peut être sec sur ça, et puis en dessous, ça va. C'est pas grave si c'est sec sur les premiers centimètres. Allez vérifier, ça sert à rien d'arroser s'il n'y a pas besoin. Et en même temps, il faut arroser comme ça. Et il faut arroser en quantité. Il faut que ça mouille, quoi. Si ça ne mouille pas, ça mouille pas. Pas trop non plus. Ce sera à vous de jauger justement tout ça. Faites pas les. Il y a des questions sur comment aborder l'eau, enfin, cette problématique-là. Les sous-paillades, ils sont en surface. Un truc aussi, c'est qu'il faut de la pression. Hein. C'est tout ce genre d'installation, ça ne marche pas. Hein. Le côté j'ai une marge, je vais irriguer sans pression, ça c'est pas possible. Donc soit il faut des pompes. Donc il y a des pompes solaires, des pompes à eau, tout ça, donc pareil. Soit il faut des colonnes d'eau. Pour une irrigation, machin, il faut au moins 1,5 bar, 2 bars, qui représente une colonne d'eau de 15 à 20 mètres d'eau. Okay, donc ça dépend de votre config de terrain. Peut-être pouvoir voilà, mais c'est un peu compliqué en fait de faire par gravitation, sauf si on est vraiment dans des pentes ou qu'on a un terrain avec une retenue collinaire en haut, etc. Et pour la pression, c'est 10 mètres d'élévation, c'est 1 bar. En gros, il vous faudra presque 2 bars quand même dans votre système. Donc, en général, c'est pas le système qui est choisi, mais ça dépend des endroits. Si on peut, par gravitation, bah, ça évite d'acheter une pompe. Avec toutes les emmerdes que ça implique. Les pompes, ça tombe en panne, il faut les vérifier, il faut les machins, puis quand ça ne marche pas, bah, vos cultures elles en chient, donc il faut avoir une solution de secours et tout ça. Enfin, l'eau est un facteur quand même déterminant de réussite de vos projets agricoles. C'est quand même, il ne faudra pas passer par-dessus. Micro-poreux, c'est des tuyaux qui, quand on envoie de l'eau dedans, ça commence à suinter, ça commence à relâcher un tout petit peu d'eau comme du goutte à goutte, mais surtout le tuyau. Des petites gouttes qui vont perler comme des perles d'eau. Tout ça, sous la pression, ça va faire ça sur toute la longueur du tuyau. Voilà, c'est un tuyau tout simple. C'est quoi la durée de vie d'un micro? Ça dépend de la qualité justement, et s'il est sous le paillage, ça va largement augmenter sa durée de vie que s'il est en plein soleil. Nous, il sera toujours sous le paillage, peu importe le type de paillage. Ça installé une fois pour quelques années. En vrai, ça dépend de la qualité. Puis ça dépend
Ça dépend de chez toi aussi, ça dépend si tu as du gel, ça dépend de plein d'autres choses de temps. Chez toi, si ça. Après, Moi, j'ai je vu mets le c'est timer. 3 ans max. Ouais, voilà. C'est que pour l'arrosage. Comment? Normalement, je mets le timer et l'arrosage, tout ça, ça va. Ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Vous ne faites pas chier à aller ouvrir les vannes et tout ça. Enfin, ça, c'est juste trop grave. Ah, mais ça, Non, c'est vrai, franchement, c'est des choses auxquelles tu penses pas, mais tu sors d'un marché où tu as été voir des trucs, tu as été machin, oh là là, faut que je repasse au terrain, faut que j'allume, et oh bah je le fais pas, tant pis. Et c'est à ce moment-là que tu commences à perdre de la productivité. Ah, pour le potager, c'est top. Si le dimanche matin, j'ai pas envie de te lever, je fais la fête, et ça En général, ça va bien ensemble, je trouve. Ouais, Tu fais la fête, en général, tu n'as pas envie de te lever. c'est bien, ça facilite la vie, quoi. Oui, s'il pleut, tu peux arrêter ton timer dans la semaine, mais ça se prévoit la semaine. Et comme les timers, on peut les programmer au jour par jour. Il y a des timers électroniques où tu vas programmer que ça s'ouvre le lundi, le mercredi et le vendredi. Évidemment, les semaines où il pleut et que tu peux t'économiser un arrosage, tu le fais. Et un petit timer, moi, pour mon potager, je l'ai acheté 30 €, quoi. Oui, c'est bon. Ça coûte rien. Après, pour les gros. Oui, pour un potager, quoi. Puis toi, tu auras des électrovalles à acheter, tout ça. C'est un investissement, 10-15 000 € à l'hectare, mais ça vaut le coup. C'est juste, ne croyez pas que c'est de l'argent. Et puis de la production. Ouais. Franchement, c'est vraiment de la production. Pour chercher les 40 heures par semaine, ça peut aider, quoi. Pour Ben aller voilà. entendre dans cette Si tu vie-là, dois aller vérifier tes comptes régulièrement, ça prend du temps, tu perds de l'argent, tu perds de la production, c'est horrible. Il faut que ce soit vraiment bien fait. Cette irrigation, c'est un nickel. Si vous n'êtes pas en mesure d'irriguer correctement votre terrain, ne vous lancez pas. C'est même pas la peine. Vous allez patiner en fait, ça va pas produire des masses, vous allez vous user. Enfin, faut que vous ayez tout le matos pour le faire, quoi. Sinon, franchement, vous ne lancez pas. Ça dépend, si l'activité maraîchage représente 10-15% de la surface en cote, je vais lancer. Je sais pas compris. Ok, si on finit sur l'autre, je vous montrerai des haies un peu construites après, tout ça, comment on choisit les arbres de fonction. Ok. Parce que sinon, si je me lance là-dedans, pareil, ça va.